Bien le bonjour, Magali Girard, je suis la directrice générale du CIX, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Il me fait plaisir de vous accueillir pour notre premier midi-webinaire de 2026. Puis j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Luc Cloutier-Villeneuve de l'Institut de la statistique du Québec. Luc dont le titre de la présentation est Le marché du travail et les parents. Luc est analyste en statistique du travail à l'ISQ depuis 1999. Il est reconnu pour ses analyses sur le marché du travail, les conditions d'emploi. Et puis, ses principaux axes d'analyse incluent le genre, l'âge, le statut migratoire, les comparaisons, les tendances et les inégalités. Donc, le format de notre midi-webinaire est toujours le même. On commence par la présentation qui est d'une durée d'environ une trentaine de minutes. La présentation est enregistrée, toute la vidéo est rendue rapidement disponible, je dirais à l'intérieur d'une à deux semaines, disponible sur notre chaîne YouTube. Puis je vous invite puis c'est ça. Après la présentation, on a une période de 10-15 minutes d'échange et de questions pour terminer à 13 heures. Fait que je vous invite à utiliser le chat de l'option Zoom. Je l'ai vérifie tout au long de la présentation. Donc c'est ça. Puis après la présentation, on pourra avec Luc faire le tour des questions. Puis si vous préférez simplement prendre la parole là, quand on va être rendu à après la présentation, on pourra aussi fonctionner comme ça. Donc, merci beaucoup, Luc, d'être présent aujourd'hui. Merci à tous aussi pour votre présence. Puis, je passe la parole à Luc. Merci beaucoup, Magali. Merci aussi X pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir faire profiter un peu de nos travaux via des plateformes comme les webinaires, en fait, des modes de communication qui sont vraiment prisés. Alors, je commence le partage tout de suite. Alors voilà, ici, dans le fond, cette étude qui vous est présentée, les résultats, là, j'arrive ici, il y a une mise en contexte. Dans le fond, on part toujours de quelque chose quand on fait une étude où on s'intéresse à un sujet. On avait déjà diffusé en 2009, là, on remonte quand même à un certain temps, un portrait historique des conditions de travail et de la participation des parents au marché du travail au Québec. Donc, ça couvrait la période 76-2007. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, évidemment, on s'est dit, il faudrait quand même mettre à jour ces données. Et c'est ce qu'on a fait dans un premier temps au quatrième trimestre 2024 sur la participation des parents. Donc, ça a été publié. Il n'y a pas si longtemps. Et tout dernièrement, au deuxième trimestre de 2025, une étude qui portait proprement sur les conditions de travail des parents et les conditions d'emploi, qui touche aussi la période 2020, 2008 à 2023. Et c'est essentiellement sur ces résultats-là que la présentation porte. Évidemment, on a enrichi nos analyses puisqu'on utilise l'enquête sur la population active avec les suppléments. Donc, on a des nouvelles données sur les conditions de travail ou ici des variables qui se sont ajoutées au fil du temps. Donc, on est très heureux de pouvoir profiter de ces nouvelles données. On les a mis à profit dans le cadre de cette étude. Il est évident que l'intégration des mères au marché du travail, peu importe la société, c'est toujours un enjeu important, une question importante. Donc, l'Institut considère qu'elle doit toujours s'y intéresser. Et une des raisons, évidemment, c'est la persistance des enjeux liés à l'égalité ou les inégalités qu'on observe sur le marché du travail entre les parents, entre les mères et les pères. Il y a toujours une pertinence aussi de comparer les résultats du Québec avec les autres principales provinces. Donc, c'est toujours un peu notre angle d'analyse et aussi d'autres sociétés. Évidemment, quand on a des données internationales, c'est toujours intéressant de se situer. Quelques aspects méthodologiques rapidement, je l'ai mentionné, l'enquête sur la population active est utilisée. Les fichiers de microdonnées confidentielles disponibles dans les centres de données de recherche ont été mobilisés, ainsi que les suppléments de l'EPA qui se sont ajoutés au cours des dernières années, qui sont disponibles également dans les CDR. On retient la population des 25-54 ans, puisque ce sont les personnes qui sont les plus actives et aussi qui ont présumément les responsabilités familiales les plus importantes. La période, on en a fait question, on en a été question. Évidemment, on utilise là, les poids bootstrap et les poids d'auto-amorçage pour pouvoir faire des tests statistiques là, sur les comparaisons pour les déterminer avec un intervalle de 95 s'il y a des différences entre les groupes comparés et les populations. Trois grandes variables d'analyse, le sexe, l'âge du plus jeune enfant, c'est souvent utilisé. Bon, moins de 6 ans, ça fait un peu des enfants qui sont encore, qui sont pas encore dans le système éducationnel, en fait, plus la garderie ou la maternelle. 6-12 ans, bon, on parle des enfants du primaire et 13-24, on va plus loin. Donc, c'est trois réalités de responsabilité familiale qui sont prises en compte ici.
territoire comparé, le Québec, avec les principales provinces en question. Les questions de recherche soulevées, évidemment, on veut savoir comment ont évolué les conditions d'emploi des parents et de travail au cours des années là, qui ont été proposées, 2008 à 2023. À ce moment-là, on avait les données disponibles jusqu'en 2023. Surtout l'écart entre les mères et les pères, on veut savoir s'il s'est résorbé, si elle continuait à se résorber, mais sur le plan des conditions de travail. Et quand on tient compte de l'âge du plus jeune enfant, on veut savoir aussi comment tout cela évolue dans le temps. Le Québec, est-ce qu'il présente toujours une situation plus avantageuse que les autres provinces? Évidemment, c'est une question de recherche ici qui revient. Donc, d'entrée de jeu, participation au marché du travail, on va faire un peu quelques résultats pour situer la situation des mères. Ben, ce qu'on a constaté, évidemment, on le voit ici, c'est une croissance du taux d'emploi des mères qui ont des enfants de moins de 6 ans, mais également chez les pères. Et on observe le même phénomène chez les parents qui ont des enfants plus âgés, comme on peut le voir ici. Chez les pères, bon, évidemment, les taux sont déjà très élevés, mais les mères ont fait des gains. Même chez les 13-24 ans, on voit les taux d'emploi, là, vraiment, là, sont à la hausse durant la période. Donc, une plus forte participation des parents. C'est la toile de fond. Peut-être ici un voyant rouge qu'il faudrait soulever, c'est que le taux d'emploi des mères ayant tout au plus un diplôme d'études secondaires n'a pas augmenté véritablement sur la période et se fixe à environ 71. Là, on parle des mères qui ont des enfants âgés de moins de 25 ans, mais on voit qu'ici, la scolarité moins grande des mères constitue une contrainte peut-être là, à accéder au marché du travail plus grandement. Si on compare avec les autres provinces, principales provinces, ben, on sait déjà, peut-être d'entre vous qui étudiez la question, les taux d'emploi sont généralement plus élevés au Québec, tant chez les pères que chez les mères. Et on voit que ça s'est maintenu aussi, cet avantage-là, en 2023. Donc, il y a un avantage, mais ce qui est surtout d'après moi, en tout cas intéressant de regarder, c'est l'écart entre les parents. Donc, pour relativiser les situations. Et ce qu'on constate, vous pouvez le voir, déjà en 2028, l'écart de taux d'emploi entre les mères, peu importe l'âge du plus jeune enfant, était beaucoup plus faible au Québec qu'ailleurs au Canada. Mais souvent, il peut être plus proche avec l'Ontario, dans le cas des enfants de 13-24 ans. Et c'est quand on regarde la situation chez les pères aussi, pas chez les pères en 2023, on voit que les écarts aussi ont diminué autant dans les autres provinces, mais que les Québec affiche toujours une situation plus favorable sur ce plan. Donc, on arrive avec le cœur de l'ouvrage qui avait été publié de trimestre là, sur les conditions d'emploi et de travail. Premier indicateur, taux d'emploi typique. Donc, on le sait que cet indicateur se réfère à l'emploi à temps partiel, à l'emploi temporaire et au travailleur autonome. Donc, c'est une mesure souvent employée qui permet de voir jusqu'à quel point les emplois se détachent là, de l'emploi traditionnel permanent à temps plein. Donc, on a regardé cette évolution-là. En passant, les petites images que je vous présente ont été faites par Copilote. Donc, il ne s'agit pas d'une réalisation personnelle, mais Copilote nous a aidés dans cette démarche. Alors, taux d'emploi typique, qu'est-ce qu'on constate sur la période 2008-2023? Ben, chez les mères et chez les pères, on est toujours au Québec ici, vous le voyez, les taux ont baissé de façon quand même appréciable, autant chez, peu importe l'âge du plus jeune enfant, chez les 13-24 ans également. Mais ce qu'on doit quand même relever, c'est que le taux demeure toujours plus élevé chez les mères, même en 2023, et reflète évidemment, entre autres, la part du temps partiel plus importante là, chez les mères quand elles sont sur le marché du travail. D'autres indicateurs intéressants ici, la couverture syndicale, l'emploi dans le secteur public, celui dans les industries et dans les entreprises. Donc, ce sont des milieux de travail qui peuvent être associés avec une plus grande ou moins grande conciliation emploi-famille où les parents peuvent plus facilement ou plus difficilement pouvoir conjuguer l'emploi et les responsabilités familiales. Couverture syndicale, donc sur l'évolution dans le temps, ben, ce qu'on constate, c'est que les mères ont connu, même les pères aussi, avec les enfants de moins de 6 ans, un accroissement de leur taux de présence syndicale. Ça s'observe également chez les 6-12 ans pour les mères. Et chez les 13-24 ans, on n'observe pas de changement. Par contre, chez les pères, une baisse de la présence syndicale qui pourrait être en lien avec la question là, des pertes d'emploi dans le secteur de la fabrication, entre autres, le syndiqué qu'ont connu là, le marché du travail. Ouverture syndicale comparative avec les autres provinces. Évidemment, on veut voir ici comment les parents tirent leur épingle du jeu. Les mères, entre autres, on voit que le taux est plus élevé au Québec, autant chez les mères que chez les pères par rapport aux principales provinces. Secteur public,
Bon, on le sait, le secteur public a quand même connu un accroissement de ses effectifs. On le voit ici, c'est la situation au Québec. Et cet accroissement-là s'est traduit chez les maires par une plus grande présence dans l'emploi du secteur public, comme on peut le voir ici, une croissance de 10 points chez les moins de 6 ans. Les hommes, évidemment, ça ne bouge pas parce qu'ils sont beaucoup moins présents. Mais on voit que les maires ont fait des gains dans le secteur public en étant beaucoup plus présentes à travers le temps. Et c'est relié évidemment avec la syndicalisation. Et ce qu'on peut dire ici, c'est que les maires québécois sont davantage présents dans le secteur public que dans les autres provinces aussi. C'est démontré dans l'étude. Évidemment, le fait d'avoir un emploi plus, d'être plus syndiqué, d'être plus présent dans le secteur public, ça favorise une plus grande présence dans les grands établissements. Ici, c'est la part d'emploi dans les établissements de 500 employés. Donc, selon l'âge du plus jeune enfant, chez les mères, d'enfants de moins de 6 ans ici. En fait, peu importe le groupe d'âge, la croissance ici est observée. On regarde finalement sur les industries pour compléter le panorama des conditions d'emploi. On sait qu'il y a une distribution particulière chez les mères et chez les femmes et chez les mères en général. Donc, ce qu'on a constaté à travers les 15 dernières années, c'est un accroissement dans les soins de santé, l'assistance sociale et les services d'enseignement chez les mères, comme on peut le voir ici à l'écran. Et ceci s'est fait parallèlement à une baisse de la fabrication, comme on peut le voir, du poids des emplois de la fabrication, également du commerce, donc des emplois souvent peut-être moins de qualité ou plus difficilement conciliables avec la famille. Donc, c'est un aspect qui est arrivé, mais il reste quand même que le service d'enseignement et les soins de santé demeurent aussi des défis de conciliation emploi-famille, il va de soi. Chez les pairs, avant de terminer, juste pour vous dire que la concentration est très forte. Plus de la moitié des emplois des maires se retrouvent dans trois industries liées au secteur public. On parle des soins de santé et assistance sociale, les services d'enseignement et les administrations publiques. Donc, on voit toute l'importance du secteur public dans les conditions d'emploi et de travail des parents, des mères. Chez les pairs, la situation est différente, quelques changements dans les administrations publiques, mais surtout les changements dans les services professionnels, scientifiques et techniques. 2 points de pourcentage significatifs ici. Les hommes sont plus présents. Un peu à l'instar des mères, le commerce a perdu des plumes et surtout la fabrication au profit de la construction. Et quand on regarde la concentration industrielle, mais ce qu'on constate, c'est que plus de la moitié des emplois des pairs se retrouvent dans seulement quatre industries: construction, fabrication, commerce, services professionnels, scientifiques et techniques. Alors, on constate évidemment des différences entre les mères et les pairs. Autre aspect intéressant ici, les heures de travail, les horaires, la durée réelle et le potentiel de télétravail. Ce sont des indicateurs reliés au temps de travail, donc qui impactent directement sur la question de la conciliation travail-famille. On peut en déduire. Ici, c'est en fait une répartition selon les tranches d'heures habituellement travaillées entre les mères et les pères. Comme vous le voyez, évidemment, le temps partiel, et ça c'est en 2008, le temps partiel et même en 2023, le temps partiel est beaucoup plus fréquent, on le dit plus tôt, chez les mères que chez les pères. Par contre, les mères sont quand même un peu plus présentes dans les emplois de temps plein de courte durée, 30-34 heures. Et lorsqu'on regarde les 35-40 heures, bon, on voit que les pères ont des horaires plus fréquents que les mères. Et le changement qui s'observe véritablement dans le temps de travail ici, c'est la baisse chez les pères dans les horaires longs, donc de plus de 40 heures, qui pourrait être associé avec les emplois dans la fabrication, entre autres. Et c'est ce qui amène avec disons, un écart moins grand en termes de temps de travail, d'heures de travail entre les parents ici sur le temps. Ces tendances sont également observées chez les parents ayant des enfants âgés de 6 à 24 ans. Une façon peut-être aussi de regarder comment le Québec se compare, c'est de regarder les répartitions selon les régions et les tranches d'heure. Alors, ce qu'on voit ici qui défile à l'écran, euh, le temps partiel est plus présent euh, dans les régions de l'Ouest. Donc, les mères travaillent davantage. On le voit, là, c'est 23 à 27 comparativement à environ 16 au Québec et en Ontario. Les mères au Québec aussi travaillent plus fréquemment 30-34 heures et aussi plus fréquemment entre 35 et 44 heures par rapport aux provinces de l'Ouest. Mais l'Ontario est un peu plus présent dans ce panorama, ce qui indique quand même que le temps de travail ici se différencie selon la région. Façon de décortiquer aussi la durée du travail, puisque les temps habituels, les heures habituelles ne révèlent pas
de façon particulière, qu'est-ce qui se passe en termes de durée du travail réel, donc en termes d'absence et de temps supplémentaire. Ici, c'est des ratios qui sont faits entre les femmes et les hommes pour le temps de travail. Donc, sur la durée habituelle de travail, par exemple, en 2023, la durée habituelle chez les mères était d'environ équivalent à environ 90 de celle des pères. Et lorsqu'on regarde les autres types, par exemple, les absences pour vacances et jours fériés, les mères en avaient un peu moins. Mais par contre, pour les absences, maladies ou incapacités, environ 30 de plus d'absences de ce type. Et ça grimpe sans trop de surprise à plus de 5 fois pour les obligations personnelles ou familiales. Il faut comprendre que dans ce groupe, on comprend aussi les mères qui ont des enfants de moins d'1 an. Donc, évidemment, le congé maternité ici vient lourdement affecter les résultats. Et pourquoi les mères sont peut-être plus absentes pour une maladie ou incapacité? Évidemment, ici, ce sont des absences qui sont prises généralement pour les responsabilités familiales. Donc, on peut voir ici dans ce qui a trait au temps supplémentaire rémunéré et non, les pères sont beaucoup plus présents puisqu'ils ont 40 de plus de temps supplémentaire. Ce qui fait qu'au total, quand on arrive à la fin, on regarde le temps de travail réel, ben, les femmes en font, les mères environ 30 de moins, l'équivalent. Ce qui s'explique par évidemment leur responsabilité familiale, mais aussi le fait qu'elles occupent plus de travail, de temps partiel. Quand on regarde dans les autres groupes, évidemment, les écarts pour les responsabilités familiales sont moins grands puisque les enfants sont plus âgés. Ça va de soi. Mais les mères consacrent toujours environ presque 2 fois plus de temps que les pères en matière d'obligations personnelles ou familiales et de maladies et incapacités. Donc, ces éléments-là traduisent vraiment l'enjeu du temps de travail en matière là, de conciliation famille-travail. Horaire flexible, donc ça fait partie des suppléments de l'EPA, entre autres. Donc, c'est intéressant de dire, bon, un horaire flexible est défini ici comme étant la possibilité de choisir son heure d'arrivée et son heure de départ. Évidemment, c'est des aspects très, très importants dans le cas de la conciliation. Et donc, ce qu'on constate, c'est que c'est généralement du même ordre entre les pères et les mères selon l'âge ou l'absence des enfants. Et donc, il n'y a pas de... Mais ce n'est pas la majorité qui profite de cette condition de travail. Télétravail, en fait, c'est des travaux qui avaient été faits à Statistique Canada sur le potentiel de télétravail. Je m'excuse, donc on tire profit des travaux très riches là, de Statistique Canada qui nous avaient permis de pouvoir estimer avec la programmation le potentiel de télétravail. On peut comprendre aujourd'hui que dans le secteur public, ça devient peut-être de plus en plus théorique cette question, mais il reste quand même que c'est intéressant de savoir jusqu'à quel point les mères et les pères peuvent tirer profit du télétravail. Et selon la répartition dans les professions, ce qu'on constate, c'est que les mères sont plus susceptibles de pouvoir tirer profit du télétravail, donc de peut-être plus avoir de la flexibilité dans leur conciliation famille-travail. Et il faut quand même reconnaître qu'il y a des enjeux aussi qui peuvent être liés à cet égard. Un autre aspect ici qu'on a retenu, c'est l'adéquation entre la formation universitaire et l'emploi sur le marché du travail qui nous apparaissait important. Pour quelles raisons? Récemment, on a fait un petit papier qui montrait que la part des femmes, on le voit ici dans la ligne rouge, qui occupent un emploi salarié et qui détiennent une formation universitaire est rendue à 46 donc presque une femme sur deux au Québec. C'est quand même exceptionnel chez les 25-54 ans. Donc, il nous apparaissait important de regarder si l'adéquation entre la formation universitaire et le groupe de catégorie Fer 1 qu'on appelle, qui généralement, habituellement, sont des emplois qui exigent ce niveau universitaire-là. Donc, on a comparé ici avec les provinces et ce qu'on constate, c'est que le Québec tire davantage son épingle du jeu en ayant une plus grande adéquation entre la formation universitaire et l'emploi occupé. Même chose chez les 6-12 ans et chez les parents de 13 à 24 ans. Donc, c'est intéressant quand même de faire ressortir cet aspect puisque cela indique que la, la, la conciliation entre les études avancées et l'occupation d'un emploi du même ordre, tout en ayant une famille ici, semble plus favorable au Québec qu'ailleurs au Canada. Rémunération et qualité d'emploi ici, donc d'autres indicateurs. Premièrement, l'emploi bas salaire. Donc, celui-ci se définit, pour ceux qui ne connaissent pas l'indicateur, c'est une norme en fait qui a été proposée à l'OCDE, entre autres. Là. Ce sont les emplois qui sont rémunérés aux 2 tiers, en deçà du 2 tiers du taux horaire médian. Au Québec, en 2023, le taux horaire médian est à 18,66 $. Donc, ce sont les emplois qui sont rémunérés en deçà de ce taux.
Et on voit que la part a diminué au Québec chez les mères, également chez les pères. Mais en fait, dans les pères, il n'y a pas eu de changement, mais chez les mères, on voit que cette part était plus élevée et elle a diminué quand même fortement, comme on peut le voir. Même chose pour peu importe l'âge du plus jeune enfant, on voit que les mères sont beaucoup moins présentes dans ce type d'emploi. Et ça peut refléter les changements industriels, la hausse de l'emploi dans le secteur public et la hausse de la qualification universitaire des mères. On dit ici, c'est que cette part-là est généralement plus faible que dans les autres provinces. C'est le cas en particulier des mères qui ont des enfants de 6 à 24 ans. Rémunération horaire, ici, on regarde le ratio, donc l'écart entre les parents. Et ce qu'on constate, c'est que ce ratio-là au Québec est environ de 90. Certains d'entre vous connaissent déjà ce chiffre en 2023. Il est peut-être un peu bougé en 2024-2025, mais il reste assez stable depuis un certain nombre d'années. En Ontario, il est à 82, 83 en Alberta, et ben, c'est environ 80 en Colombie-Britannique. Et quand on regarde les autres groupes de parents avec les âges, on voit que le Québec est toujours avantagé sur ce point, donc moins d'écart entre les pères et les mères sur le plan de la rémunération horaire. Évidemment, si on regarde la rémunération hebdomadaire, le ratio, celui-ci est moins élevé étant donné le temps de travail moins grand chez les mères. Mais par contre, on voulait quand même voir, est-ce que quand on tient compte du temps de travail, est-ce que la situation au Québec demeure avantageuse, et c'est le cas de façon générale, les ratios sont plus élevés chez les mères. Les ratios père-mère sont plus élevés au Québec qu'ailleurs au Canada. Autre élément, qualité de l'emploi, donc faible, c'est une mesure développée ici à l'Institut de la statistique du Québec. Pourquoi qu'on s'intéresse à la qualité de l'emploi? C'est pour avoir une mesure qui tient compte de plusieurs dimensions afin de faire ressortir l'éventail des conditions de travail. Ici, la part de qualité faible représente entre autres les emplois moins bien rémunérés, donc entre autres à bas salaire, les emplois typiques, dont on a parlé tout à l'heure, et de qualification inférieure. Qu'est-ce que ça donne quand on regarde la répartition et l'évolution? Ben, vous n'êtes peut-être pas surpris de voir, compte tenu de ce qu'on a présenté au préalable, qu'il y a une diminution de la part de qualité d'emploi faible, et c'est en dollars constants ici, c'est important de le rappeler. Dans le temps, au Québec, autant chez les mères que chez les pères. Par contre, comme on peut le voir, les mères sont toujours un peu plus affectées par cette part de qualité, cette présence d'emploi de qualité faible. À l'opposé, si on regarde la qualité élevée, qui sont des emplois qui présentent les mieux rémunérés, qui ont une durée de travail de 30 à 40 heures, qui offrent du temps partiel volontaire à qualification élevée. Et en plus, les emplois, si on l'a mesuré avec l'EPA, avec les données supplémentaires qui ont été ajoutées, offrent davantage un régime de retraite, un accès à des prestations pour vacances et congés maladie, des assurances invalidité, des prestations pour soins médicaux, dentaires complémentaires, ainsi que de maternité ou parentale. Donc, ce sont des emplois qui se distinguent véritablement des emplois de qualité faible. Et sur la période, vous ne serez pas surpris de voir, compte tenu de ce qu'on a pu observer précédemment, qu'il y a eu une croissance importante de cette part de qualité d'emploi élevée chez les mères au Québec. Et ça s'observe autant dans peu importe l'âge du plus jeune enfant. Par contre, parfois, les hommes ont un avantage étant donné leur rémunération horaire plus forte. J'en viens à la dernière partie de la présentation qui porte sur des suppléments particuliers de l'EPA, qui porte sur les indicateurs de perception. En fait, c'est les répondants qui devaient donner leur avis sur leur situation par rapport au marché du travail et leur responsabilité familiale. 5 dimensions qui ont été retenues ici. L'avancement professionnel, le caractère approprié de la rémunération, la satisfaction à l'égard de l'emploi, le stress au travail et les responsabilités familiales. On peut faire un tour d'horizon rapide. Concernant l'avancement professionnel, ce qu'on constate, c'est que une majorité quand même importante de personnes, autant les mères que les pères, se disent être d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait qu'ils ont la possibilité d'avoir un avancement professionnel. Et cet avancement-là chez les mères est plus marqué chez les jeunes mères, peut-être en raison justement du fait qu'elles ont encore une carrière devant elles qui leur permet d'anticiper un avancement professionnel. C'est une donnée quand même importante puisque ça révèle qu'il n'y a plus les barrières qu'il y avait antérieurement. Les femmes, les mères et les pères, et surtout les mères, anticipent d'avoir de l'avancement professionnel, donc de ne pas être défavorisées du fait qu'elles ont des enfants. Autre question fort intéressante dans l'EPA, c'est le caractère approprié de la rémunération. Donc, on demandait aux répondants s'ils étaient d'accord ou tout à fait d'accord.
avec cette notion. Ça ne veut pas dire que les répondants ne désiraient pas obtenir plus de rémunération, mais on leur demandait est-ce que celle-ci semble appropriée compte tenu de l'emploi que vous occupez. Et c'est la majorité des personnes, comme on peut le voir ici, qui répondent favorablement avec le fait qu'ils jugeaient leur rémunération appropriée dans leur emploi, autant chez les mères que chez les pères. Tout ça nous amène avec la satisfaction dans l'emploi. Donc, si on est relativement satisfait de son emploi, euh, peut-être parce que on a une rémunération qu'on juge appropriée, peut-être que parce qu'on juge qu'on peut aussi progresser dans cet emploi. Et donc, cette satisfaction-là, c'est un score de 8 sur 10, donc quand même euh, assez élevé là, pour pouvoir déterminer. On voit quand même que c'est la majorité également des parents, autant les mères que les pères. Il n'y a pas de distinction entre les sexes qui se disent satisfaits dans leur emploi en général. Par contre, évidemment, la satisfaction n'enlève pas le stress au travail et celui-ci est mesuré en lien avec la charge émotionnelle. Donc, on a demandé aux parents, en fait aux parents et aux répondants, dans quelle mesure le stress au travail qui était vécu, est-ce que le stress était important en raison de la charge émotionnelle au travail? Mais ce qu'on constate, c'est que ce stress-là est plus élevé chez les mères, comme on peut le voir, peu importe l'âge du plus jeune enfant. Et ça peut s'expliquer évidemment avec la nature des emplois occupés, notamment dans le secteur public, dans l'enseignement, dans les soins de santé, qui souvent, justement, ce stress-là apparaît quand même de façon importante. Donc, il y a une différenciation ici. Par contre, lorsqu'on regarde la situation avec les autres provinces, on peut se demander, est-ce que c'est la situation au Québec, est-ce qu'elle elle est plus difficile ou moins difficile? Selon les données de l'EPA, on peut le voir ici avec les bâtonnets bleus foncés, la part, autant chez les mères que chez les pères, de personnes ayant indiqué vivre un stress au travail en raison de la charge émotionnelle est moins élevée au Québec qu'ailleurs au Canada, comme on peut le voir ici. Et ceci, d'ailleurs, va de pair avec le fait que les congés supplémentaires pour responsabilité familiale, donc un autre élément, sont jugés plus présents au Québec qu'ailleurs au Canada, autant chez les mères que chez les pères, et peu importe l'âge du plus jeune enfant ici. Responsabilité familiale, donc il y avait des questions, il y a des questions dans l'EPA qui portent sur certains éléments en lien plus directement avec les activités familiales et celles-ci portent sur les activités précédant le coucher des enfants. Ce qu'on montre ici, dans le fond, c'est une donnée qui n'est pas surprenante, me direz-vous, c'est que la part des répondants qui indiquent toujours ou presque toujours s'occuper de faire une telle activité précédant le coucher est plus élevée chez les mères que chez les pères. Cette situation et les écarts sont comparés, les écarts entre les sexes qui sont comparés sont significatifs ici. Et lorsqu'on demande un autre type d'activité, de déposer leurs enfants à leurs activités, ben, ce qu'on constate encore là, c'est les mères qui sont plus présentes dans ce type d'activité que les pères. Et donc, il y a vraiment une responsabilité plus importante des mères en matière de conciliation famille-travail ici. Dernier élément, la supervision des enfants, donc un élément qui est retenu dans l'enquête. Encore là, cette supervision-là, évidemment, diminue avec l'âge des enfants 13-24 ans, autant chez les mères que chez les pères, mais elle est plus fortement effectuée par les mères, comme on peut le voir ici. Donc, ça révèle à quelque part aussi la question des heures de travail là, qui sont réalisées par ailleurs. Les écarts sont tous significatifs entre les sexes. En conclusion, c'est beaucoup, beaucoup d'éléments, j'en conviens. Par contre, on peut essayer de revenir sur les questions soulevées en début de présentation. Ce qu'on peut dire à la lumière des résultats, c'est que de façon générale, les conditions d'emploi et de travail se sont améliorées chez les parents québécois, en particulier chez les mères. On a vu une hausse du taux d'emploi, de l'emploi syndiqué, de l'emploi dans le secteur public, de l'emploi de qualité élevée et de l'adéquation formation universitaire-emploi. En parallèle, on a vu la baisse de l'emploi typique à bas salaire et de qualité faible. Ce sont évidemment des vases communicants. Pour plusieurs indicateurs, l'écart entre les mères et les pères s'est résorbé, mais n'a pas disparu. C'est important de le rappeler. Peu importe l'âge du plus jeune enfant, il convient de dire que les responsabilités familiales demeurent toujours plus importantes chez les mères, ce qui affecte leur présence sur le marché du travail et leurs heures de travail rémunérées, en particulier en présence d'enfants de moins de 6 ans. Par ailleurs, pour bon nombre d'indicateurs, la situation des parents, on l'a vu, des mères, demeure toujours plus favorable au Québec que dans les autres provinces. On les énumère ici à titre de rappel. Un taux d'emploi plus élevé, peu importe l'âge du plus jeune enfant. Des écarts de taux d'emploi avec les pères plus bas. Des parts d'emploi syndiqués et du secteur public plus élevés. Une moins grande présence dans l'emploi à temps partiel. Une meilleure adéquation formation universitaire et emploi.
des ratios de rémunération horaire et hebdomadaire mère-père plus élevés, un stress au travail moins élevé et finalement une plus grande présence des congés pour responsabilité familiale. Je termine en vous disant qu'on constate toutefois un élément important que les mères et les pères se retrouvent fortement concentrés dans des professions et industries différentes, ce qui amène entre autres des conditions de conciliation travail-famille différentes et aussi une persistance des écarts de rémunération entre les sexes. Et cet effet et cet aspect est très important puisque souvent, quand les enfants sont malades et qu'un des deux parents doit s'absenter, c'est souvent une raison économique qui va déterminer le choix, c'est-à-dire là où le revenu est le plus bas. Donc, ça dénote encore ici les effets, là, les écarts et les inégalités qui persistent là, sur le marché du travail entre les parents. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Je Luc. termine. Parfait. Ben, merci beaucoup, vraiment intéressant. On est maintenant rendu à la période de questions, commentaires. Donc, n'hésitez pas. Je vois que Pascal a mis dans le chat là, les liens vers les rapports publiés là, qui sont disponibles par rapport à ces travaux-là, qui sont disponibles sur le site de l'ISQ. Ben, vous pouvez prendre la parole ou poser votre question dans le chat. Peut-être en attendant, quand je regardais les travaux, c'est ça, donc les données de 2023, est-ce qu'on peut dire, je sais aussi que tu as travaillé sur le télétravail aussi, en tout cas un paquet d'aspects sur un marché du travail, mais je me demandais sur l'effet de la COVID puis le télétravail, si en 2023 par rapport aux pratiques avant, si tu sais, j'imagine qu'on voit toujours des effets ou, je sais pas, le stress ou par rapport à la conciliation travail-famille. Tu sais, est-ce que ça a eu un impact sur tous les indicateurs que tu as étudiés, tu sais, quand tu compares, tu sais, avant la pandémie puis avec les données de 2023, parce que là, on est comme après Ouais, la pandémie, ouais, pas longtemps après, mais quand même. effectivement. Ouais. C'est une bonne question. On a pris des périodes qui sont un peu éloignées, le 23, mais c'est quand même 3 ans après la pandémie. Puis effectivement, ce qu'on a observé de particulier, c'est que les pertes d'emploi qu'il y a eu en 20, en 2020, qui étaient surtout des emplois moins bien rémunérés, des emplois qui, bon, on parle du commerce de détail, l'hébergement, mais entre autres, c'est que les femmes ont fait des gains d'emploi intéressants à ce moment-là, des emplois mieux rémunérés, entre autres. On avait écrit un petit papier, en fait, une petite analyse à cet effet-là. Et donc, c'est comme si la situation, c'était parce qu'il y a eu une hausse du taux d'emploi, la scolarité qui a suivi, qui était déjà là quand même élevée. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'études qui semblent montrer qu'il y a eu, les mères ont été plus pénalisées par la COVID et c'est effectivement le cas durant les pertes d'emploi ont été, à faible revenu ont été davantage ressenties par les femmes. Il y a eu aussi un effet parallèle, c'est-à-dire une hausse de l'emploi chez les mères, chez les femmes et qui n'étaient pas nécessairement des emplois de mauvaise qualité, là, qui étaient quand même mieux rémunérés. Donc, je te dirais que c'est dur de faire un constat en disant est-ce que ça traîne quelque chose, là. C'est sûr que le télétravail est venu apporter quelque chose de vraiment nouveau. Je pense que c'est l'aspect central, c'est-à-dire capacité de mieux concilier. Mais ça a apporté aussi d'autres enjeux par ailleurs en disant ben les femmes restent encore cantonnées dans leur rôle de faire plus d'assumer plus ces rôles-là et c'est un fait avéré. Donc, il y a des effets quand même là, de ce changement structurel. Le fait que le télétravail commence à diminuer quand même de façon importante, surtout dans le secteur public, est-ce que ça va avoir un effet inverse sur la participation des mères au marché du travail, parce que c'était aussi un élément qui était favorable à la participation au marché du travail, le fait de pouvoir occuper un emploi en partie en télétravail. Donc, c'est beaucoup d'éléments qui vont dans différentes directions. L'incertitude du marché du travail actuel fait en sorte que on ne sait pas là, comment ça va tourner tout ça. Là. J'ai pas de boule de cristal. Oui, puis ça va être intéressant, tu sais, pour quand les prochaines données qui vont être disponibles, justement, de suivre ça aussi. Là, comme tu dis, c'est un petit peu en train de s'essouffler. Mais les employeurs sont de moins en moins ouverts à l'offrir. En tout cas, ça va être intéressant de suivre ça, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, une autre question, je me demandais, j'ai vu aussi que tu travaillais sur la place de l'intelligence artificielle, tu sais, dans les professions puis dans le travail. Puis je sais, j'imagine dans le PA,
il y a pas de question là-dessus aussi. En tout cas, j'ai été étonnée de voir aussi toute la richesse des. Je me rappelais plus qu'il y avait autant de Ouais, variables dans le PA ouais, sur les conditions ouais. de travail et tout ça, mais je me Ben, demandais. ouais, ben en fait, tu sais, je constate dans les gens qui sont présents, il y a un ancien collègue de Statistique Canada, René Morissette, il doit peut-être un peu rire parce que il est très au courant de mes travaux parce que on tire beaucoup profit hein, des développements méthodologiques fort poussés et intéressants de Statistique Canada. Et René a travaillé justement a fait un article avec d'autres collègues sur l'exposition professionnelle à l'IA. Et ben, ça me permet de faire un peu de promotion parce que bon, on peut Ah, toujours le faire. On est sur le point, dans le fond, on est dans les derniers milles d'une publication qui va toucher justement l'exposition des professions à l'intelligence artificielle. Et c'est des travaux menés par René Morissette. Il s'est inspiré de travaux internationaux à partir de l'EPA encore. Mais en fait, c'est à partir des professions. C'est pas l'EPA spécifique, là. On l'a appliqué avec l'EPA. Mais quand on a la variable profession, on peut faire du chemin beaucoup là, dans les enquêtes. Bon. Et donc, on va pouvoir faire un portrait là, qui va être peu publié qui reprend un peu, en fait, il n'y a pas de grande surprise avec ce que René a publié, mais c'est une analyse plus québécoise avec, différents aspects. Mais, tu sais, ça montre un peu. Ce qui est important dans la question de l'exposition des professions, c'est de regarder est-ce que c'est complémentaire ou non, ou moins complémentaire. Je pense que c'est vraiment ça. On en entend parler beaucoup en disant qu'il y a des emplois qui peuvent disparaître et ainsi de suite. Mais il faut regarder sur est-ce que vraiment les phénomènes changent à court ou moyen terme? Est-ce qu'on observe vraiment des changements? Donc, le fait de publier des chiffres me permet au moins d'avoir une idée là, d'un point de vue de la statistique globale. Est-ce que vraiment il y a des changements? Mais comment se répartissent les professions selon leur exposition? Donc, on aura des données là-dessus. Et bon, évidemment, c'est relié avec le télétravail. Il n'y a pas de surprise, mais c'est pas une cause de télétravail, mais évidemment, les emplois qui sont télétravaillables potentiellement sont plus susceptibles d'être affectés par l'intelligence artificielle. Puis ce sont des emplois qualifiés et l'intelligence artificielle, évidemment, va jouer dans les emplois plus qui exigent des compétences cognitives, entre autres. Donc, c'est relié, là. Télétravail, intelligence artificielle, et puis on peut même mettre parentalité à travers tout ça aussi, là. Oui. ah ben, si, en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. S'il y a des présentations à venir, là, qu'on s'en reparlera. Il y a une question dans le Ouais. chat. Avez-vous des données chez les mères et les pères vivant en contexte de défavorisation? Qu'est-ce qu'on entend? La défavorisation matérielle, j'imagine qu'on entend sur ça, c'est un indice si on je- qu'on- si c'est vraiment quand on parle de défavorisation, est-ce que parce que je sais qu'il y a un indice là avec le revenu, la défavorisation matérielle. Oui, n'hésitez pas à Euh, prendre la parole. Matériel et ouais, social, qui est écrit quoi? matériel et social, ouais. Ouais. C'est pas des travaux qu'on a faits. Je sais que ce sont des indicateurs qui existent dans d'autres enquêtes, notamment sur l'enquête canadienne sur le revenu. Mais c'est quand même un point intéressant. Je pense que ce serait intéressant. Est-ce qu'avec la rémunération horaire, on serait capable, avec les données de l'EPA, de construire un indicateur qui pourrait nous donner cet aspect-là? Ça serait à voir. Il faudrait que je consulte des spécialistes là, sur la question là, pour voir si on peut aller. Mais c'est un bon point. Donc, je vais le noter, la défavorisation matérielle. Super. Puis pendant que tu notes, j'ai une autre question. Euh, Oui. oui. Y a-t-il une façon d'arrimer ces données avec les données EQSP afin d'utiliser certains de ces indicateurs dans une analyse de EQSP et les effets de santé? Ah, le QSP sur la santé l'enquête sur la santé des Ouais, je populations. connais. Oui. Non? Oui. On aimerait bien. Ça serait vraiment intéressant. Le problème, c'est que le QSP est une enquête en fait, le problème est une enquête de l'Institut de statistique du Québec et l'EPA, c'est une enquête de Statistique Canada. Ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des enquêtes où est-ce on peut faire des découplages entre les enquêtes québécoises et canadiennes. Ça sera vérifié, mais c'est sûr que il y a une richesse parce que le QSP possède un vaste échantillon, des données très riches, et l'EPA a des données sur le marché du travail très riches aussi. Donc, dans un monde idéal, j'aimerais répondre que oui, on va le faire, mais c'est ça. Mhm. Faut peut-être essayer de trouver, de voir si c'est réalisable compte tenu aussi des lois là, qui gouvernent les enquêtes statistiques. Ouais. Je sais des Ouais, fois que l'ISQ a des ententes avec Statistique Canada pour ouais, avoir une portion de certaines de ouais. leurs enquêtes.
pour le Ouais, Québec, en tout ouais, cas. c'est ça. Les fichiers de C'est partage, là, compliqué. ouais, Oui, c'est ça. Mais pour l'EPA, ça, je ne peux pas m'avancer, je ne sais pas. parfait. Une autre question. Est-ce que la hausse du nombre d'heures travaillées pourrait être associée non seulement à une volonté et possibilité des maires de travailler davantage, mais à la nécessité de travailler davantage vu le contexte d'augmentation des coûts de la vie? Par Ouais, ailleurs, est-ce ouais, qu'il ça, y a des données sur les parents qui sont en couple versus monoparentalité? Fait que deux questions, en fait. ouais. Sur la première question, c'est très important. C'est un aspect très important. Malheureusement, ça demanderait des travaux là, dont je ne suis pas euh, disons, mobilisé pour réussir à trouver des réponses, mais ça demeure une question quand même fondamentale, là, savoir. C'était par rapport au coût de la vie, hein, c'est ça la première question, la première Oui, partie? oui, mais à la Oui, c'est nécessité, ça, oui. OK. Ouais. Oui. Je pense que la question de la défavorisation matérielle, entre autres, pourrait être un indicateur d'intérêt pour voir justement est-ce que il y a des changements là, en matière de temps de travail pour répondre à des obligations ou à des difficultés financières. Je sais que économique, je sais que l'EPA ont des suppléments sur le besoin là, sur la situation financière. Donc, est-ce que vous arrivez facilement ou difficilement à payer vos factures, des choses comme ça. Il y a des éléments dans l'EPA là, qui touchent ces aspects-là. Donc, ça pourrait peut-être être étudié. Pour le deuxième point, est-ce que tu peux me le rappeler? Oui, Répéter la est-ce qu'il y a question. des données sur les parents qui sont en couple versus Oui, monoparentalité? absolument, absolument. On l'a pas fait ici dans cette analyse-là. Sur la participation des parents au marché du travail, dans la première partie qu'on a faite, là, dans la première mise à jour, on avait des chiffres sur la monoparentalité. Donc oui, ce sont des variables. Ça n'a pas été présenté ici, ça n'a pas été retenu dans l'étude que j'ai faite parce qu'il y avait une pléiade d'indicateurs et tout ça. Mais en gros, ce qu'on constate, en fond, il y a eu une hausse quand même importante de la participation des mères monoparentales sur le marché du travail. Donc, elles ne sont pas en plan, contrairement à celles qui sont peu scolarisées, dont je relevais la difficulté en début de présentation. Donc, oui, c'est possible d'aller creuser ces dimensions-là, ces groupes de population-là. Parfait, merci beaucoup. Je pense que ça fait le tour des questions. J'en vois pas d'autres qui apparaissent. Puis, ben, merci beaucoup encore, Luc, pour cette excellente présentation-là. Je rappelle que on est présentement enregistré puis que ça va être rendu rapidement disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à faire circuler à vos collègues qui n'auraient pas eu l'occasion de participer ce midi. Je vois que Pascal aussi a mis dans le chat les liens pour les inscriptions à nos prochains midi webinaires. Donc, n'hésitez pas. Ah, j'ai une dernière question, Luc. Il était 57 encore le Ouais, temps. ouais, Quelle je l'ai définition? vu, ouais, Oui, parfait. oui, Bon, je vais juste le dire pour oui. l'enregistrement. Quelle définition a été utilisée pour le télétravail? Exemple, combien d'heures semaine, combien de jours semaine? Oui. Je vais renvoyer Madame Stock, parce que j'ai vu que c'était Suzanne, là, que je connais bien, à notre article sur le télétravail ou les travaux de Statistique Canada, parce que ça se définit pas comme ça simplement. Évidemment, ça a Mhm. été défini sur la base des professions. Donc, c'est une méthode qui est employée, qui s'est basée sur le système ONET ou Astérix NET, un système américain vraiment très riche là, qui détaille avec un plusieurs aspects des conditions de travail, des risques, des efforts et tout ça. C'est un système vraiment. Et à partir de ça, ils ont déterminé, en fait, les chercheurs, je pense que c'est de Chicago, je me trompe pas, peut-être René pourrait me corriger, mais par la suite, avec Statistique Canada, ils ont repris un peu le modèle pour l'adapter. Et moi, j'ai repris ça. Donc, dans mon article, si vous faites une recherche télétravail avec mon nom, vous allez trouver l'article qui décrit la méthode. Puis si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à trouver l'article dont M. René Morissette est le co-auteur pour avoir vraiment tout le détail de la démarche qu'ils ont utilisée pour définir. Ce n'est pas relié avec les heures de travail ou la présence. Là, on parle vraiment la présence théorique, là, la possibilité de faire du télétravail. On ne parle pas est-ce que vous pouvez en faire une journée ou deux, puis c'est pas des questions posées aux individus, c'est vraiment sur la base de la définition des professions. Puis Pascal vient de mettre le lien vers pour expliquer le système honnête dans le chat. Excellent. Parfait. Ah, Merci beaucoup. parfait. Merci encore. Merci. Puis bon après-midi à tout le monde. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je vous souhaite un bel après-midi. Merci.